passer tout de suite à la première présentation, donc, qui va être réalisée par Ayo van der Werf. Donc, Ayo est chercheur à INRAE, dans l'UMR SAS à Rennes. Il est docteur en agronomie et en sciences de l'environnement de l'Université de Wageningen, aux Pays-Bas. Et depuis 20 ans déjà, il est l'un des pères de l'utilisation de l'ACV en agriculture et en agroalimentaire, et avec des travaux qui ont commencé sur les filières animales dans le cadre du programme Porcherie verte, si je me rappelle bien. Il a aussi été en charge de la conduite du programme Agribalise, qui a produit donc les bases de données françaises pour la réalisation des ACV des produits agricoles et des produits alimentaires. Donc, Ayo, je te passe la parole pour à peu près une vingtaine de minutes. Et ensuite, donc, on aura une première séance de questions suite à cette présentation. Donc, c'est un plaisir d'intervenir auprès de vous. Et donc, mon objectif, là, c'est de vous présenter en grands traits la méthode d'analyse du cycle de vie, son application pour l'évaluation des filières agricoles, sans rentrer trop dans le détail, mais évidemment, si vous avez des questions, si ce n'est pas clair, si vous voulez plus de détails sur ceci ou cela, n'hésitez pas. L'analyse du cycle de vie, c'est une méthode qui est structurée, complète et qui est standardisée au niveau international. Elle quantifie, elle essaye de quantifier les émissions de polluants et les consommations de ressources et ensuite les impacts environnementaux et sur la santé liés qui sont en lien avec des biens ou des services. Donc ça, c'est des définitions qui sont issues du ILCD Handbook, qui est un gros document produit par la Commission européenne, qui est assez enthousiaste sur l'analyse du cycle de vie comme méthodologie. On peut aussi dire que l'analyse du cycle de vie, c'est une démarche d'intégration de connaissances qui a pour objectif d'estimer les impacts environnementaux des activités humaines. Et on peut aussi dire que c'est en fait un ensemble de modèles, donc on peut dire un métamodèle d'une réalité complexe. D'abord, un ensemble de modèles pour estimer les émissions de polluants et d'utilisation de ressources, du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Je reviendrai sur qu'est-ce qu'on entend par cycle de vie. Ensuite, une deuxième phase de modélisation où ces émissions de polluants et d'utilisation de ressources sont traduites en impact potentiel sur la santé humaine, la qualité des écosystèmes et la disponibilité des ressources. Donc, le résultat, c'est un ensemble, un jeu d'indicateurs d'impact environnementaux. Alors, là, vous voyez un sandwich tel qu'on peut l'acheter quand on est sur l'autoroute. Quel peut bien être l'impact environnemental de ce sandwich? Alors, quand je présente ça à des étudiants, ils peuvent par exemple dire il ne faut pas balancer l'emballage par la fenêtre quand on roule parce que ça, c'est pas bon, ça. Mais la vision analyse du cycle de vie est un peu plus large que ça. Vous voyez que c'est une vision analytique. Le sandwich est décomposé dans ces éléments constituants. Et vous voyez aussi que, par exemple, pour la tranche de jambon, on va regarder ce qu'il faut pour la traduire. Donc, pour avoir du jambon, il faut un cochon. Pour avoir un cochon, il faut des aliments. Pour avoir des aliments, il faut des cultures, il faut des tracteurs, il faut des engrais, etc. Donc, ce qu'on fait dans une approche analyse de cycle de vie, c'est de se figurer tout ce qui a été, toutes les opérations, tous les systèmes de production qui ont été nécessaires pour produire le produit en question. Et on va essayer d'inventorier les émissions de polluants et les consommations de ressources
pour tous ces processus de production sous-jacents. Une autre façon de dire à peu près la même chose, vous le voyez ici, ça représente, donc là, déjà le titre, hein, c'est une méthode d'évaluation environnementale multi-étapes et multi-critères. Là, vous voyez 3 des grandes étapes de l'analyse du cycle de vie. La première, c'est la définition des objectifs et du champ de l'étude. Donc, le cas échéant représente une exploitation agricole, c'est le rectangle vert, et son amont, les flèches rouges, représentent les intrants utilisés dans cette exploitation. Donc, les engrais, les aliments pour animaux, les tracteurs, le carburant du tracteur, etc. Donc, la première chose, c'est on définit le système, symbolisé par la ligne en pointillé. Ensuite, il y a la deuxième étape, analyse de l'inventaire du cycle de vie, ICV. Ça, c'est le plus laborieux. Et on établit un tableau avec des centaines de lignes, dont vous voyez quelques exemples, hein, les émissions, émissions de nitrate vers les eaux, de phosphore, de CO2, et l'utilisation de ressources telles que le pétrole, la terre ou encore l'eau. Comme je vous disais, ça fait un tableau de quelques centaines de lignes. Ensuite, cette information est agrégée dans un nombre beaucoup plus limité d'indicateurs d'impact dans la troisième phase. Par exemple, tous les gaz à effet de serre sont exprimés en une unité commune qui est l'équivalent CO2 et ça donne un indicateur changement climatique qui est aussi appelé parfois empreinte carbone ou empreinte climatique. Alors, vous voyez quelques autres impacts et vous en voyez 2 qui sont en grisé, écotoxicité et perte de biodiversité. Ce sont des impacts qui sont encore moins bien pris en compte actuellement et sur lesquels il y a beaucoup de travaux en cours. Alors, comment on fait pour mettre en œuvre une étude ACV? Ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'ACV, c'est un cadre méthodologique. Et pour faire une étude ACV, il y a beaucoup de choix méthodologiques à faire et ces choix ont un effet fort sur les résultats. Et c'est pour cela que ces choix méthodologiques sont cadrés par différents documents. Et si on veut faire une ACV, ben, il faut se mettre d'accord sur les choix méthodologiques. Alors, c'est là qu'intervient Agribalise, qui est un programme qui a été initié en 2010 pour créer une base de données d'inventaire de cycle de vie. Donc là, vous voyez le deuxième rectangle à gauche, qui avait pour objectif de créer des données sur les productions agricoles dans un but initialement d'affichage environnemental. Déjà à cette époque, on parlait d'affichage environnemental et donc ont été créées des données moyennes des productions agricoles. C'était un projet collaboratif entre INRAE, Agroscope, des collègues, on va dire l'INRAE suisse, et quasiment l'ensemble des instituts techniques français. Ensuite, il y a eu une deuxième phase d'amélioration de la base de données et très récemment une troisième phase où la base de données était enrichie avec des données non seulement sur les produits agricoles, mais également sur les produits alimentaires. Alors donc, et maintenant, le Agribalise est devenu un GIS, évaluation environnementale des produits agricoles et alimentaires, qui a 2 finalités principales: contribuer à l'éco-conception des produits agricoles et alimentaires. Donc, éco-conception, ça veut dire concevoir les produits en tenant compte des impacts environnementaux et aussi contribuer à l'information environnementale du consommateur. Mais bon, la base de données contribue aussi, est aussi très intéressante pour les travaux de recherche, d'innovation
la formation. Alors, quand on veut faire mettre en œuvre cette deuxième étape de l'analyse du cycle de vie, hein, l'établissement d'un inventaire du cycle de vie, on peut distinguer deux types d'émissions. Là, vous voyez un agriculteur qui utilise différents intrants à gauche. Son but, évidemment, c'est de produire, par exemple, du lait, des animaux, du blé, mais sans faire exprès, il y a des émissions vers l'air, vers l'eau, etc. Pour estimer ce que dans le jargon de l'ACV, on appelle les émissions directes, ben, on a besoin de modèles. Pour estimer ce qui s'appelle les émissions indirectes, donc les émissions associées aux engrais, aux carburants, aux pesticides, là, on utilise des bases de données parce que ces données ont déjà été créées et sont disponibles dans des bases de données. Alors, quelques concepts clés de l'analyse de cycle de vie. D'abord, c'est le concept de cycle de vie. Bon, vous l'aurez peut-être déjà compris. Là, j'ai l'exemple d'un vélo. Vous voyez le monsieur là qui va peut-être travailler en vélo. On peut s'imaginer que ce mode de transport, il n'a aucun impact, hein, il n'y a pas de gaz d'échappement. Cependant, dans une vision cycle de vie, eh bien, pour avoir un vélo, il faut quand même le produire dans une usine, il faut produire les matières premières, il faut extraire les matières premières et un triste jour, la vie du vélo sera finie, donc il y aura une question de mise en déchet ou de recyclage. Donc, peu d'impact, peu, voire pas d'impact pendant la phase d'utilisation, mais les autres phases ont un impact qui sont ensuite attribuées, on va dire, à la phase d'utilisation. Deuxième concept, c'est le concept d'unité fonctionnelle. Donc, ça, c'est une affaire clé. La fonction du système étudié est définie par l'unité fonctionnelle. C'est la performance quantifiée d'un système de produits destiné à être utilisé comme une unité de référence dans une analyse de cycle de vie. La question, c'est par quoi on exprime les impacts, hein. Donc, cette unité fonctionnelle quantifie la fonction du système de produits, quoi, combien, comment, pendant combien de temps, et ça permet différents systèmes qui remplissent la même fonction. Donc, dans les systèmes agricoles, l'unité fonctionnelle, ça peut être 1000 litres de lait à un certain taux de matière grasse et de protéines, ou bien un hectare de terre agricole. Il est important de savoir que l'ACV, c'est à l'origine et essentiellement une approche produit. Donc, on exprime les impacts en général par unité de produit. Et donc, il s'agit en fait d'une évaluation de l'éco-efficience. Deuxième concept clé, c'est ce qu'on appelle la gestion de la multifonctionnalité, alias l'allocation. Quand un système a plusieurs produits, par exemple un atelier lait qui ne produit pas que du lait, mais aussi des veaux et des vaches de réforme, on arrive à calculer les impacts de cet atelier, mais comment on fait pour les attribuer aux différents produits? Et là, les normes qui définissent comment mettre en œuvre des ACV ont proposé des règles. Première règle, dans ce cas-là, quand possible, il faut éviter l'allocation en divisant le système en deux sous-systèmes, ou bien étendre le système de produits pour y inclure des fonctions des coproduits, donc une approche de substitution. Si on ne peut pas faire ça, alors on peut affecter les impacts d'une manière qui reflète les relations physiques sous-jacentes entre les coproduits. Ça peut peut-être être leur teneur en protéines, si c'est des produits qui ont pour objectif de fournir des protéines. Et troisième règle, si on ne peut pas faire les deux précédentes, alors on peut utiliser une autre relation mutuelle pour attribuer les impacts, allouer les impacts. Un dernier point sur comment on fait pour agréger les données entre l'inventaire et un indicateur d'impact. Donc là, je vous ai pris un exemple
un tout petit extrait d'un inventaire environnemental, on a pu calculer que pour produire un porc de 113 kg, les émissions globales du système sont de 100 kg de CO2, 2,5 kg de méthane et 350 grammes de protoxyde d'azote. Ensuite, les scientifiques qui travaillent sur le changement climatique ont établi des potentiels de réchauffement global des gaz à effet de serre. Pour le CO2, par définition, c'est 1. Pour le méthane, c'est 28. Et pour le N2O, c'est 265. Et ensuite, on multiplie les 100 kg de CO2 par 1, la quantité de méthane par 28, etc. Et on obtient donc des résultats en équivalent CO2. Vous voyez en bas de la diapo, 100, 70 et 93, ce qui montre déjà que là où on aurait pu penser que c'est surtout le CO2 le problème, que les trois gaz sont à peu près du même ordre de grandeur d'importance. Alors, encore un point sur les indicateurs et ce qu'on appelle les méthodes de caractérisation. Vous voyez ici un exemple de ce qu'on appelle une méthode midpoint-endpoint. Donc, cette méthode qui permet de passer de l'inventaire à des indicateurs d'impact présente 17 indicateurs dits de midpoint ou de points intermédiaires. Et cette information peut être résumée en 3 indicateurs: impact sur la santé humaine, impact sur les écosystèmes et impact sur la disponibilité des ressources en endpoint ou point final. Une autre méthode pour exprimer les résultats, c'est la méthode proposée par la Commission européenne, dont vous voyez ici les indicateurs. Il y en a 16 en total, ça ressemble beaucoup à la liste précédente. La différence, c'est qu'ici, on obtient un score final à travers un système de pondération qui prend en compte l'importance relative. Par exemple, le changement climatique est considéré par un ensemble d'experts comme relativement plus important que certains autres impacts, et qui prend en compte également la robustesse de l'estimation, et ainsi on obtient un poids pour chaque indicateur. Alors, pour finir, quelques mots sur des choses qui sont encore à améliorer. Il y a la question des pratiques et du stockage de carbone dans les sols. Donc, actuellement, les effets des pratiques agricoles sur le stock de carbone dans le sol sont rarement pris en compte. Ça veut dire que de façon implicite, une situation d'équilibre, de stabilité des pratiques est supposée. Alors, quand on regarde les données qu'on a, par exemple, sur la prairie permanente, il y a une petite dizaine d'années, on avait des estimations qui étaient relativement fortes, 500, 600 kg de C par hectare par an. Depuis, il y a une étude 4 pour 1000 par INRAE qui arrive à des estimations moins importantes. Pour les grandes cultures, les prairies temporaires, cette étude 4 pour 1000 trouve des valeurs pas tellement loin de zéro. Et là-dessus, c'est très important que la dynamique du carbone observée ne résulte probablement pas uniquement des actions humaines, tandis que le but de la CV, c'est d'estimer l'impact des actions humaines. Un deuxième point, c'est la prise en compte de l'impact sur la biodiversité. Alors, actuellement, l'impact sur la biodiversité est pris en compte partiellement parce que dans le schéma à droite, vous voyez qu'on identifie 5 grands drivers de perte de biodiversité tels que le changement climatique, la pollution. Ce sont des choses, la pollution, donc les impacts toxiques et d'eutrophisation qui sont pris en compte. Ce qui n'est pas encore bien pris en compte, c'est la variation de biodiversité à la parcelle, directement associée aux pratiques et modes de production. Et donc, ce manque, c'est un point important parce que ce sont notamment les systèmes extensifs qui sont plutôt favorables à cette biodiversité locale. Et donc,
si on ne prend pas ça en compte, ça les pénalise dans les comparaisons. Et enfin, la question de la toxicité. Donc là, il y a beaucoup de choses à dire. Pour pas mal de pesticides, on n'a pas les données pour bien caractériser leur toxicité. Il n'y a pas de consensus encore sur où vont les pesticides dans l'environnement. Actuellement, on intègre l'exposition aux pesticides des humains via les pollutions de l'environnement, du milieu, mais pas par ingestion de l'aliment traité, hein, donc de ce qu'on a dans notre alimentation. Et enfin, c'est vraiment difficile de comparer les effets des métaux lourds qui sont moins toxiques mais durent plus longtemps aux effets des pesticides de synthèse. Alors, pour résumer tout ça, les forces de l'analyse de cycle de vie, ce sont la prise en compte du cycle de vie, le fait que c'est une démarche multicritère, donc ça permet d'identifier ce qu'on appelle les transferts de pollution. Hein. Peut-être qu'on va améliorer la performance sur un indicateur, mais sans faire exprès le dégrader sur une autre. C'est une méthode transparente, normalisée, internationale, qui permet de contribuer à l'éco-conception des produits. Il y a plusieurs limites et ça nous donne du boulot et ça nous donne des perspectives pour améliorer la chose. Hein. La prise en compte de l'écotoxicité, les impacts sur la biodiversité, notamment locale, à travers le fait qu'il s'agit d'une approche produit, ça donne quand même une vision assez limitée des fonctions de l'agriculture. Et puis, comme je vous ai dit, c'est une approche d'éco-efficience et c'est bien de réduire les impacts par quantité de produits, mais ça ne suffit pas. Ce qui compte en fin de compte, c'est de ne pas dépasser les limites les limites environnementales au niveau d'un pays ou de la planète entière. Et donc là, vous voyez une référence d'un article qui est paru dans l'excellente revue INRAE Innovation agronomique où mes collègues et moi font un focus sur notamment comment l'ACV doit faire mieux pour évaluer les systèmes en agriculture biologique et plus largement en agroécologie. Voilà. Merci Ayo pour ce tour d'horizon complet de l'évaluation environnementale des produits agricoles par ACV. Donc on a le temps pour une petite séance de questions, discussions. Alors pour le moment, on n'a pas énormément de questions. Je vais commencer par en poser une. Tu as parlé de l'allocation, en particulier avec les problématiques que ça pose. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la façon dont ça a été fait dans Agribalise, en fait, hein, comment c'est alloué, puisque les données existent maintenant? Oui. Dans Agribalise, par exemple, pour la question de l'allocation des impacts pour le cas d'un système laitier, hein, donc on distingue 3 produits, le lait, les veaux, on va dire, qui sont en trop, qui ne restent pas dans le système pour remplacer les vaches qui partent, les vaches de réforme, et puis les vaches de réforme elles-mêmes. Là, on a, dans le cadre d'Agribalise, on a fait un travail très intéressant, notamment proposé par les collègues de l'IDEL, où on a proposé un mode d'allocation basé sur les processus biologiques, en fait en 2 étapes. On a distingué 3 périodes dans la vie d'une vache laitière. Hein, la période pendant laquelle elle ne produit pas encore du lait, donc c'est la croissance de l'animal. Ensuite, la deuxième période pendant laquelle elle produit du lait et des veaux, et éventuellement une troisième période d'engraissement avant de partir à l'abattoir. La première période et la dernière, toutes les ressources et les émissions de cette période sont attribuées à la vache de réforme parce qu'elles ont servi à construire, pour ainsi dire, la vache
et à l'engraisser éventuellement, tandis que les impacts de la deuxième période sont attribués au lait et au veau, et des modèles d'alimentation animale nous permettent d'estimer quelle part de l'alimentation a été nécessaire pour produire du lait et pour produire le veau. Et on utilise cette information-là pour séparer les impacts du lait de ceux des veaux. Voilà un exemple. Alors, Patrick ou Daniel, vous suivez les questions là, dans le fil des questions. Est-ce qu'il y en a Oui, une qui ressort là? oui, effectivement, on parle de durée de vie des gaz à effet de serre. Donc, autour de ce problème-là, on voit apparaître une question. La durée d'élimination des gaz à effet de serre est-elle prise en compte dans l'équivalent carbone? On a éventuellement aussi une autre question sur le même thème. Les pouvoirs de réchauffement des différentes émissions, CH4, CO2, varient dans le temps en raison de leur demi-vie respective. Oui, Comment est-ce pris en compte dans le bilan? oui, donc ça c'est la question de comment on agrège les choses. En fait, il est possible donc ce facteur d'équivalent CO2, il dépend de l'horizon temporel. Et je pense qu'on a des valeurs, donc ce sont des valeurs créées par les collègues qui travaillent sur ces questions-là. On a des valeurs pour un horizon temporel à 20 ans, à 100 ans et à 500 ans. Et, et selon qu'on se situe sur un horizon de 100 ans ou 20 ans, les rapports ne sont pas les mêmes. Par exemple, le méthane, il a une durée de vie relativement courte et quand on regarde sur 20 ans, son poids est beaucoup plus grand. Alors, ça, c'est typiquement une question sur laquelle il faut se mettre d'accord si on veut si on veut comparer, créer des données. Et donc, dans le monde de l'estimation des impacts des gaz à effet de serre, la convention, c'est de calculer les choses sur 100 ans. Et ce sont ces facteurs-là que j'ai montrés, mais il est tout à fait possible aussi de regarder les choses sur 20 ans. Par ailleurs, cela veut dire aussi que si on veut un effet rapide, et on agit sur le méthane, on aura un effet rapide. Si on agit sur le CO2, c'est un effet sur beaucoup plus long terme. Mais c'est typiquement un exemple qui montre que si on veut faire des comparaisons et créer des données, il faut se mettre d'accord, il faut avoir un consensus sur les choix méthodologiques. D'autres questions, Patrick? Oui, peut-être je peux évoquer la question de Laurent Thiocourt par rapport à la nutrition azotée et l'équilibre en acides aminés. Sans vouloir botter un touche, j'ai l'impression quand même que les deux exposés sur les monogastriques vont répondre à cette question par rapport à la prise en compte donc, de l'équilibre des acides aminés par rapport au rejet de N2O, NO3, etc. Donc voilà, je me tourne un petit peu vers les deux intervenants qui vont parler des monogastriques pour au passage effectivement répondre à cette question peut-être. OK. Sinon, une autre question concernant la biodiversité, enfin, l'impact sur la biodiversité. Est-ce que cet impact peut être pris en compte par l'étude de l'utilisation des produits phytosanitaires ou IFT? Alors, l'IFT considère le nombre d'applications à un taux plein. Donc, c'est une indication de l'intensité d'utilisation des pesticides. Dans le cadre de l'ACV, on essaye d'aller plus loin, c'est-à-dire de prendre en compte aussi le devenir de la matière active. Donc, est-ce qu'elle, et ça c'est une question de modélisation, hein, elle est appliquée sur un couvert végétal ou sur un sol nu, où est-ce qu'elle va se retrouver? Est-ce qu'elle va rester dans le sol? Est-ce que c'est un produit volatile qui va aller dans l'air et qui va peut-être se déposer ailleurs? Est-ce que ça peut lessiver, aller dans les eaux? Et ensuite, on essaye de prendre en compte aussi les effets toxiques
et la dégradation dans le temps selon là où se trouve le pesticide. On essaye de prendre en compte la technique d'application, parce qu'il y a différentes façons les machines pour mettre en œuvre les pesticides sont très différentes. Donc, bon, l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fin. Et en principe, quand on arrive à aller plus fin, notamment sur les impacts sur les organismes naturels, que ce soit dans le sol ou dans les eaux, on se rapproche un peu plus des impacts sur la biodiversité que par l'IFT. Maintenant, comment dire, il y a toujours un espèce de compromis où on ne peut pas tout avoir. La force de l'IFT, c'est qu'on peut l'appliquer pour toutes les matières actives et que c'est beaucoup moins lourd et beaucoup moins incertain. Par contre, le lien avec des impacts environnementaux est moins évident. Oui, une autre question importante de Christine Girard. Y a-t-il une harmonisation, au moins au niveau des pays d'Europe, sur les méthodes de calcul des ACV? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ACV, comme je vous ai dit, c'est une méthode standardisée avec des normes, etc. Donc, il y a de gros efforts d'harmonisation au niveau international, donc au-delà de l'Union européenne. Il y a des travaux scientifiques pour améliorer les méthodes. Et au niveau de l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle le PEF, P-E-F, c'est le sigle pour Product Environmental Footprint. Et donc ça, c'est une initiative européenne, donc Union européenne, pour estimer l'impact environnemental des produits. Et donc, il y a des travaux de proposition d'ensemble d'indicateurs. Le deuxième jeu d'indicateurs que je vous ai montré, qui peut être agrégé dans une seule valeur, un score unique, c'est une initiative de l'Union européenne. Et puis, il y a aussi des travaux en cours pour se mettre d'accord sur quel mode d'allocation, comment définir l'unité fonctionnelle. Donc, la réponse est oui. Et à ce niveau, il y a des interactions entre, évidemment, les personnes qui travaillent à la Commission européenne et les représentants des différents pays. Donc, l'ADEME, mais aussi des collègues des instituts techniques participent dans ces travaux et dans ces concertations et recherches de consensus. Ok, merci. Alors, on va peut-être garder juste une question supplémentaire si on veut rester dans les temps. Je ne sais pas laquelle vous choisissez là. Alors, compte tenu des votes sur les différentes questions, on va peut-être prendre la question de Clément Garçon. Est-ce que l'approche ACV peut être complétée par une approche plus globale, un peu moins produit, pour mieux prendre en compte les effets système? Tout à fait. Déjà, avec des collègues, je plaide pour, quand on travaille sur les systèmes de production agricole, d'utiliser deux unités fonctionnelles qui nous semblent complémentaires. D'une part, une unité fonctionnelle produit, donc par exemple un litre de lait à un certain taux de matière grasse et de matière protéique, et d'autre part, la surface agricole. Et de cette façon, on prend en compte les deux grandes fonctions de l'agriculture qui sont d'une part évidemment de produire des produits et d'autre part une espèce de fonction, on va dire, territoriale de produire tout en ne pas dépassant les limites environnementales à ne pas dépasser. Donc ça, c'est une façon de s'y prendre. Une autre façon, c'est de combiner le cadre de l'analyse du cycle de vie qui se focalise sur les impacts environnementaux avec celui des services écosystémiques.
qui permet de quantifier le service de production, mais aussi d'autres services, par exemple de limitation de l'érosion ou de préservation de la biodiversité. Ok, merci Ayo. Effectivement, ces discussions sont intéressantes. On pourra peut-être revenir un petit peu là-dessus dans la discussion générale, puisque finalement, quand on se place dans la position du consommateur, on a finalement deux options. Je veux manger des produits qui viennent d'un territoire où il y a peu d'impact, surtout si c'est le territoire où je vis, ou alors je veux manger des produits qui viennent d'une filière qui a peu d'impact. Et effectivement, ça pose bien cette question quelque part de l'unité fonctionnelle en partie, quoi. Bon, merci Ayo. Il y a quelques petites questions un petit peu plus ponctuelles, peut-être que tu pourras y répondre en direct. Donc, okay.